Bonjour, bienvenue dans ce webinaire organisé par le GIE Sésame Vital. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur ces webinaires et je vous en remercie. Signe d'intérêt, probablement. On a bien fait de se lancer dans cette formule. C'est vrai qu'on n'avait pas trop le choix avec cette histoire de pandémie. Mais votre intérêt me fait plaisir. J'y mets beaucoup d'énergie dans l'organisation de ces webinaires avec les éditeurs. Et je suis contente du coup que vous puissiez avoir accès au replay. N'oubliez pas qu'il y a effectivement, à chaque fois qu'il y a un webinaire, il y a le replay qui est déposé sur la chaîne GoToStage, GoToWebinar, la chaîne de l'outil. Je vous envoie un mail généralement vous précisant le lien du replay. Donc sur cette chaîne, il y a plein de ressources. Il y a les tutos, les films, les replays des webinaires. Alors du coup, c'est bien de pouvoir aussi les partager avec vos équipes dans chacune de vos entreprises. Quelque chose qui est très important, c'est que pour faire des webinaires adaptés au niveau du contenu par rapport à votre besoin, il faut qu'à la fin du webinaire, vous répondiez à l'enquête de satisfaction. J'ai de plus en plus de gens qui répondent aux enquêtes, mais pas encore assez, du coup, pour pouvoir vous proposer du contenu adapté à vos besoins. Donc, n'hésitez pas, à la fin du webinaire, l'outil vous proposera de répondre à une enquête de satisfaction. Répondez à l'enquête, dites ce que vous attendez de nous exactement, et on essaiera, si vous êtes suffisamment nombreux, d'adapter le contenu de nos webinaires à vos demandes, sachant que l'objectif, pour moi en tout cas, c'est de vous simplifier la vie dans la mise en œuvre des évolutions autour de la Picard Vital et de la Nano8. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur le fait que cette semaine, en début de semaine, nous vous avons livré un nouveau package qui intègre la Picard Vital, le package DMP V2.03, donc qui décrit comment utiliser la Picard Vital en complément de la carte Vital A+, pour tout ce qui est autour de la gestion du DMP. Aujourd'hui, nous allons vous parler des services Picard Vital, c'est-à-dire les services qui vont être appelés dans le processus de facturation, à la fois pour identifier, authentifier l'utilisateur de la Picard Vital, mais aussi après pour contribuer à la signature des factures Picard Vital. Ça va vraiment être l'objet de ce webinaire. On va parcourir les slides. Les slides seront mis à disposition après le webinaire sur l'espace industriel. Vous aurez aussi le replay. Et vous aurez aussi, vous avez déjà d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà regardé sur la chaîne GoToWebinar, vous avez le film qu'on va voir aujourd'hui aussi, et les deux tutoriels, demande d'authentification et facturation CSAPETA, l'appel au TLSI-AMO avec l'appli Carvita. Voilà, c'était l'introduction. Je regarde où j'en suis. On avance, on avance. J'ai encore des personnes qui arrivent avec un tout petit peu de retard, mais on ne va pas tarder à démarrer. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de webinaires autour de la Picard Vital. Nous avons commencé fin décembre avec un webinaire sur la compatibilité à Picard Vital, le passage au CNDA pour obtenir la compatibilité à Picard Vital. Ce webinaire est en replay. Ensuite, c'était il y a 15 jours, nous avons fait un webinaire sur la Nano8 hors service à Picard Vital. Donc, pareil, ce webinaire est en replay. Aujourd'hui, donc, c'est les services à Picard Vital. Et dans 15 jours, nous allons parler de la réurbanisation des fournitures Sésame Vital et spécifiquement les fournitures Sésame Vital 1.40.14. Voilà, donc ça clôturera cette série de webinaires sur la Picard Vital. Un peu plus tard, il y aura quand même un webinaire sur les TLSI AMO et la Picard Vital, pour ceux d'entre vous qui proposent l'appel au TLSI AMO dans les logiciels des professionnels de santé. Alors, vous éditeurs, surtout pour les nouveaux là, qui nous ont rejoints sur le webinaire d'aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément là dans les webinaires précédents, vous avez donc une petite interface home machine sur votre outil et vous avez une partie qui s'appelle questions. Donc, vous pouvez agrandir cette partie-là. Il y a un petit carré avec une flèche qui va vers le haut. Vous pouvez agrandir cette partie-là, ce qui vous permettra du coup de pouvoir facilement poser vos questions par écrit. Je ne veux pas faire des levées de main, vous êtes trop nombreux. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur l'outil par écrit. Et j'ai donc une équipe d'experts au GIE et au CNDA et à la maîtrise d'ouvrage, que je remercie d'ailleurs, qui sont là pour répondre à vos questions. Et un certain nombre de questions seront après injectées dans le FAQ, le FAQ qui est sur l'espace industriel sur la page Picard Vital.
Donc, voilà. Et puis, du coup, n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction qui vous sera proposée à la fin du webinaire. Alors, je regarde. Bon, là, je pense qu'on va pouvoir commencer. On a pas mal de participants. Non. Je vais demander donc aux différentes personnes qui vont intervenir dans ce webinaire, qui vont présenter expliquer les slides, de se présenter. On va faire cette présentation au début du webinaire et puis après, je les laisserai parler. Alors, je vais demander donc à Sarah Rose de se présenter. Alors, Sarah, je te laisse. Voilà, tu prends la webcam. Bonjour Sarah. Bonjour, alors je me présente, Sarah Rose, consultante en accompagnement et conduite du changement à la Caisse nationale d'assurance maladie, département Sésame Vital. Alors en ce qui me concerne, j'accompagne au national les professionnels de santé dans tout le volet facturation et notamment aujourd'hui pour la partie Applicard Vital. Merci Sarah. Je vais demander à Jean-François maintenant de se présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-François Ravenot, je suis expert fonctionnel sur le projet Application Carte Vitale au sein du GIE Sésame Vital. Merci Jean-François. Donc Jean-François va beaucoup parler aujourd'hui. David. Bonjour David. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, David Ra, donc chef de projet sur les web services et puis sur l'enrôlement sur la David, on voit pas ta tête. C'est pas très grave en soi, mais voilà. Non, Que tu saches. Ok, d'accord. Alors, dans mes présentateurs, je crois que j'ai fait le tour. Merci pour. Donc, je vais maintenant vous laisser parler. Je vais laisser parler Jean-François qui va présenter donc les. Non, c'est pas Jean-François. Excusez-moi. Je vais laisser parler Sarah qui va présenter donc les premiers slides. Diaporama. Alors, voilà, Jean-François, c'est bon. Voilà. Alors, c'est parti. C'est parti. Donc, le sommaire. Alors, je vais juste présenter le sommaire, Sarah. Donc, effectivement, il va y avoir une partie introduction où Sarah va introduire ce projet-là. Je vais également vous parler un petit peu de ces services Applicard Vital et des services professionnels de santé concernés par l'Applicard Vital. Ensuite, Jean-François, qui s'est présenté tout à l'heure, vous expliquera l'évolution 117 au cahier des charges Sésame Vital qui parle vraiment de la facturation avec une Applicard Vital et les services Applicard Vital, authentification et signature. Et puis à la fin, je reprendrai la main pour vous expliquer en quoi on peut vous aider. Alors, introduction. Sarah, je te laisse la parole. Merci Sylvie. Alors en ce qui concerne l'Applicard Vital, il s'agit là d'une dématérialisation de la carte vitale physique que l'on connaît tous. Elle est présentée sous forme d'une application sur smartphone et accessible à tout public. Alors notre stratégie avec l'arrivée de ce nouveau support, c'était à minima de couvrir tous les usages historiques de la carte vitale, tout ce qu'elle faisait jusqu'à aujourd'hui, mais en plus de tout ça, apporter de nouveaux usages. C'est là que la plus-value apparaît et qu'elle sera la clé de la réussite de l'Applicard Vital. Donc, il est noté, il faudrait rajouter que l'Applicard Vital est un support qui est en tout cas au démarrage complémentaire à la carte vitale physique, qu'elle n'a pas vocation à disparaître, du moins pas pour le moment, et que tant que les PS ne sont pas encore équipés de l'Applicard Vital, du logiciel et du matériel permettant sa lecture, la carte vitale physique restera accessible. Donc, elle ne comporte pas les droits de l'assuré. Pour cela, il faudra faire appel à Adhéri pour récupérer les droits du bénéficiaire. Voilà, Sylvie, pour la première partie. Alors, en ce qui concerne les perspectives d'usage de l'Applicard Vital, nous avons dans un premier temps, il y aura 3 contextes qui seront identifiés. Le premier contexte, c'est le cas d'usage en proximité, où là, l'assuré est en relation directe avec le professionnel de santé. On y retrouve ici tous les cas d'usage historiques, comme dit tout à l'heure. Donc, vous avez lors de la consultation, que ce soit au cabinet du professionnel de santé ou en établissement de santé. Il s'agit là de proposer à tous les assurés une solution qui est dématérialisée et sans contact.
toujours avec un même niveau de sécurité que ce qui avait été mis en place pour la carte vitale physique. En ce qui concerne le deuxième contexte, qui se développe de plus en plus, vous avez aussi les cas d'usage qui sont cette fois-ci à distance. Donc, c'est toujours dans une relation PS assurée. Et là, c'est tous les apports que l'AppCV pourra apporter dans le cadre de la téléconsultation, de la préadmission en établissement et également sur les portails de prise de rendez-vous. Pour finir avec le dernier cas d'usage, le dernier contexte, avec une nouveauté, où là, nous ne sommes plus dans une relation qui est PS assurée, mais uniquement l'assuré lui seul, qui veut accéder à différents portails du monde de la santé sociale, avec le portail ENS, qui est inscrit dans la feuille de route du numérique en santé. Donc, au-delà de toute la sphère santé sociale, l'appli Carte Vitale a pour vocation d'être une identité sur France Connect, et ce pour pouvoir aller chercher de nouveaux usages. De là, on a bien identifié que les usages historiques ne suffisaient pas à répondre aux attentes et besoins du terrain. C'est pour cela que l'appli Carte Vitale permettra d'apporter de nouveaux usages. Voilà. Donc, en ce qui concerne le portail d'identité, alors il faut voir l'appli Carte Vitale comme un portail d'identité, premièrement parce que l'appli Carte Vitale est un moyen d'identification de l'assuré, mais en plus de fournir, comme vous le voyez ici, l'identité AMO de l'assuré qui était déjà présent dans la carte vitale, on ajoutera l'identité patient. Donc, et également l'identité AMC. Ce qui signifie qu'en une seule présentation de l'appli Carte Vitale par l'assuré, l'on pourra récupérer 3 identités. Cela permettra de faciliter l'accès au référencement des données de santé et également les données du patient. Pour ce qui est des AMC, l'identification des contrats AMC permettra de réaliser du tiers payant sans avoir à chercher des informations sur d'autres supports comme une attestation papier. Voilà, Sylvie. Merci Sarah. Alors j'en profite pour dire que pour les petits nouveaux qui arrivent sur le projet, bon, AMO c'est assurance maladie obligatoire, AMC assurance maladie complémentaire. On jargonne beaucoup, excusez-nous. Alors on continue. Hop. Voilà, alors là c'est moi qui prends la main, je vais lancer donc un film. Ne vous inquiétez pas, le film arrive. C'est parti. Après avoir téléchargé et activé l'appli Carte Vitale sur son smartphone, le patient peut l'utiliser chez le professionnel de santé. À chaque utilisation, il déverrouille son appli. Il y a 2 modes d'échange possibles entre l'appli Carte Vitale et le logiciel du professionnel de santé. La lecture d'un QR code barre à 2 dimensions, comme ceux présents sur les billets de train, et l'usage d'un lecteur NFC, comme pour le paiement bancaire sans contact. L'échange avec l'appli Carte Vitale peut s'effectuer également à partir d'un terminal lecteur de facturation Sésame Vitale compatible NFC. Les données d'identification de l'assuré et de ses bénéficiaires sont récupérées via l'appel d'un service en ligne de demande d'authentification localisé sur le système d'information appli Carte Vitale. Dans son logiciel, le professionnel de santé sélectionne le bénéficiaire de soins. Le service ADRI est alors appelé systématiquement afin de récupérer les droits à jour. Le professionnel de santé réalise et sécurise la feuille de soins électronique par l'appel du service en ligne de signature de facture appli Carte Vitale. Un résumé de la facture est consultable sur l'appli Carte Vitale. À tout moment, le professionnel de santé libérale peut utiliser le bouquet de téléservices intégré à son logiciel à partir de l'appli Carte Vitale. Un pharmacien peut également accéder au dossier pharmaceutique.
continuer à nous expliquer la suite de l'histoire. Merci. Merci Sylvie. Donc en ce qui concerne les grands principes quand le patient est en proximité du professionnel de santé, donc ici l'introduction de l'appli carte vitale dans le processus de facturation, il a nécessité de revoir toute l'organisation, les modalités de récupération des données du bénéficiaire, mais également de la signature de la facture. Alors, elle ne comporte pas le droit des assurés, il faudra faire appel à ADRI 1.15, la version 1.15. Donc, on a voulu faire une solution qui était aussi simple que la carte vitale, avec un minima tout ce qui était présent. On a voulu minimiser le nombre de présentations de la carte vitale pour un usage le plus simple de l'appli carte vitale. Alors, en ce qui concerne les données de récupération des droits, il y a une nouveauté avec l'apparition de la lecture technologie NFC sans contact ou QR code avec une scanette. On en reparlera un petit peu plus loin avec Jean-François. Donc, certains des lecteurs pourront être utilisés, certains PS pourront utiliser leur matériel qui est déjà existant. D'autres devront faire l'achat d'un nouveau matériel. En ce qui concerne l'usage en proximité, le système du PS devra, lui, être connecté pour pouvoir utiliser faire une facture, alors que l'assuré, quant à lui, il pourra être déconnecté du réseau pour pouvoir utiliser son app TV, son appli carte vitale. Pour terminer cette partie, l'objectif de la mise en place de l'appli carte vitale, c'était d'assurer le même niveau de sécurité technique que ce qui est garanti pour une carte vitale physique, que ce soit sur la justification de la facture ou les informations qui sont transmises à l'assuré, notamment avec la mise en place d'un résumé de facture qui permettra aux bénéficiaires de soins d'avoir un résumé de facture. Donc nous avons tiré bénéfice de tous les supports mis en place pour l'appli carte vitale pour favoriser l'information de l'assuré. Sylvie, si tu vas ajouter quelque chose. Oui. Non, c'est bon. Alors, en ce qui concerne les usages et les dysfonctionnements éventuels, ce qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui, c'est que lorsque le PS est connecté, on couvre tous les usages qui sont historiques, que ce soit dans un cabinet, dans une officine ou dans un centre de santé. La facturation se fait avec un PS connecté, mais un assuré qui peut utiliser son appli carte vitale sans connexion. Ensuite, au-delà de ça, on voit que d'autres usages se présentent au fil de l'eau et qu'elles ne répondraient pas forcément aux besoins des professionnels de santé. Donc, à la fois parce que le PS n'est pas forcément connecté, il y a l'exemple de l'infirmière qui se retrouve à domicile de l'assuré. Et puis du fait qu'avec le support, on va avoir de nouvelles possibilités, comme la délégation à un tiers, le prêt de carte, lorsqu'on voudrait aller pour une personne à la pharmacie, lui récupérer ses médicaments. Et également la récupération de l'identité AMC qui sera présente dans l'appli carte vitale, notamment dans le cadre du tiers payant. Vous avez aussi la télémédecine qui, avec l'appli carte vitale, couvrira et améliorera toute la partie facturation, sécurité des factures qui seront réalisées, et quand l'usager est forcément à distance pour pouvoir réaliser ses soins. Viendront également d'autres livrables sur les différents usages qui ont été présentés juste au-dessus. Et en parallèle de tout cela, on a identifié qu'il pourrait y avoir malheureusement des éventuels dysfonctionnements. Donc, des cinématiques et des solutions alternatives seront proposées afin de pallier à ces dysfonctionnements. Mais en attendant, il faudra utiliser la carte vitale physique pour pouvoir pallier à ces problématiques-là, en attendant que les solutions soient mises en place, sachant que la carte vitale physique restera support complémentaire pendant quelques années, en attendant que les PS soient complètement installés et que voilà. Voilà. C'est bien. D'accord. Merci Tara. Alors on va passer au deuxième chapitre. Merci.
Au deuxième chapitre, où là, je vais vous présenter les services proposés au PS concernés par l'appli Carte Vitale et les livrables associés. Alors, je ressors toujours un petit peu le même schéma, mais voilà, un certain nombre d'entre vous ont développé des services qui sont déployés chez les professionnels de santé, un ou plusieurs services d'ailleurs. On a effectivement le service principal qui est la facturation Sésame Vital, les téléservices intégrés, le DMP et le dossier pharmaceutique. Donc en fait, on a essayé de couvrir avec l'appli Carte Vitale l'ensemble de ces services-là. D'ailleurs, les services là qui sont en bleu, on vous a déjà livré les packages correspondants. Et pour la partie dossier pharmaceutique, je sais que le GIE travaille avec le CNOP pour que le CNOP puisse vous livrer les specs dossiers pharmaceutiques compatibles appli Carte Vitale sous peu. Sachez que ça sera un petit peu comme pour les autres services qui sont en bleu, c'est qu'il faudra faire une demande d'authentification pour lire l'appli Carte Vitale. Donc, ce que vous aurez développé pour les autres services comme la facturation des TLSI ou le DMP, ça servira aussi pour le dossier pharmaceutique. Alors tout ça, ça s'est traduit effectivement concrètement par des packages qu'on a livrés aux éditeurs. Donc ça a commencé donc c'était mi-septembre, mi-octobre 2020, et puis le dernier c'était cette semaine avec le DMP. Donc le gros package principal, c'est effectivement le cahier des charges de Danone 8 avec les fournitures Sésame Vital associées, et qui correspond aussi au dispositif intégré V4.0 et à dérive 1.15. Tout ça, ça va ensemble. Vous les trouverez sur les pages dédiées de ces différents services sur l'espace industriel. Alors, on a enrichi des pages existantes pour ce qui est de la facturation, les TLSI, la DMP compatibilité. Il y avait déjà des pages dédiées, donc on les a juste enrichies avec les nouveaux packages. Et puis pour les services appli Carte Vitale, j'ai créé une nouvelle page qui s'appelle la page appli Carte Vitale, avec dedans un certain nombre d'informations, dont les packages les web services, signature, authentification appli Carte Vitale, puis aussi un certain nombre de généralités sur l'appli Carte Vitale. En parallèle de ça, effectivement, au CNDA, il y a le cahier de test, il y a l'appli Carte de test éditeur, oui, c'est ça, l'appli Carte Vitale de test éditeur qui vous servira, que vous pouvez télécharger en ayant signé les conditions particulières au CNDA, qui peut vous servir pour faire des tests. Tous ces packages, en fait, ils sont décrits dans une fiche d'info un petit peu globale qui s'appelle PDT Inf 701. C'est la première chose que vous voyez quand vous allez sur la page appli Carte Vitale, qui résume en fait qui résume toutes les livraisons, voilà, et qui s'enrichit donc au fur et à mesure. Moi, je l'ai fait évoluer cette semaine avec le package DMP. Alors la Danone 8, gros morceau, la Danone 8 comprend un certain nombre d'évolutions. Il y a 15 jours, on vous a beaucoup parlé de V106. Celui qui est en haut à droite, nouvelle spécialité médicale. On vous a parlé de l'EV110, maintenance réglementaire, EV114, maintenance fonctionnelle. Donc, on a déjà un petit peu expliqué toute la partie droite dans un webinaire. Aujourd'hui, on va vous expliquer la partie de gauche, le V117, facturé avec une appli Carte Vitale. Et puis, dans 15 jours, ce sera plutôt la partie du milieu sur la réurbanisation des fonctions techniques, sachant que les fonctions métiers, on les a déjà un petit peu abordées il y a 15 jours. Évidemment, pour un éditeur, toutes les évolutions de la Danone 8 sont obligatoires, notamment l'appli Carte Vitale. Mais l'appli Carte Vitale, voilà, c'est une évolution parmi d'autres évolutions de la Danone 8. Sachant que la réurbanisation des fonctions métiers n'est pas applicable pour les éditeurs du dispositif intégré. Les livrables, concrètement, il y a eu donc délivré les packages documentaires. L'ensemble, alors si je me focalise vraiment sur le webinaire d'aujourd'hui, c'est les services appli Carte Vitale. On a les spécifications, le guide d'intégration du service d'authentification, du service de signature. On a une petite spec qui est vraiment spécifique, et d'ailleurs David va nous en parler tout à l'heure, sur les échanges de proximité entre l'appli Carte Vitale et le logiciel, avec les deux technos que vous devez implémenter. Les deux technos sont obligatoires à être implémentés par les éditeurs, et aussi le manuel utilisateur appli Carte Vitale. On a en parallèle de ça le guide de test de conformité livré par le CNDA, et puis un certain nombre d'éléments de communication que je vais enrichir au fur et à mesure, mais déjà dedans vous pouvez trouver le logo de l'appli Carte Vitale, et puis les ressources pédagogiques de tous ces webinaires que vous pouvez avoir en replay, plus la fac sur l'espace industriel.
En parallèle de ça, on a les packages techniques, les WSDL, les XSD et l'appli carte vitale de test éditeur. Voilà, alors on aborde le gros morceau, le V117, et là, du coup, je vais laisser la parole à Jean-François. Jean-François, tu peux y aller sur les slides. Hop, ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié, on commence par montrer un petit tutoriel. Alors, je vais le lancer. Hop. Normalement, vous voyez tous le tuto. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne le voyait pas. Dites-moi-le hein, si vous ne les voyez pas, les tutos. Là, le tuto que je... L'objectif de cette présentation est de décrire la cinématique des échanges entre l'appli carte vitale, le logiciel du professionnel de santé, le système d'information appli carte vitale et les infrastructures de l'assurance maladie dans le cadre du service cible facturation Sésame Vital avec appel de téléservice intégré assurance maladie. L'appli carte vitale est un nouveau support vital dématérialisé qui est utilisé dans les services proposés aux professionnels de santé. Après avoir téléchargé et activé l'appli carte vitale sur son smartphone, l'assuré peut l'utiliser chez le professionnel de santé. À chaque utilisation, il déverrouille son appli, puis la présente au professionnel de santé. Après avoir acquis les données d'identification du professionnel de santé, le logiciel du professionnel de santé acquiert les données de l'appli carte vitale. L'acquisition des données de l'appli carte vitale se fait de deux façons. Tout d'abord via la lecture d'un QR code affiché dans l'appli carte vitale, comme ceux présents sur les billets de train. Plusieurs dispositifs peuvent être utilisés pour lire le QR code. Une douchette, comme souvent utilisée en pharmacie, une caméra ou une application mobile sur le smartphone du professionnel de santé. L'acquisition des données de l'appli carte vitale peut également se faire via l'utilisation d'un lecteur compatible NFC sur lequel l'utilisateur de l'appli carte vitale pose son smartphone, comme lors d'un paiement sans contact. Cela nécessite donc que le professionnel de santé soit équipé d'un dispositif de lecture de l'appli carte vitale qui communique les données chiffrées de l'appli à son logiciel. Le logiciel du professionnel de santé envoie ces données au système d'information appli carte vitale en appelant le web service de demande d'authentification de l'utilisateur de l'AppCV, qui permet de récupérer un contexte appli carte vitale ayant une durée de vie limitée. Le système d'information appli carte vitale vérifie l'authenticité et l'autorisation de l'utilisateur de l'appli carte vitale, du professionnel de santé et de son logiciel. Le contexte appli carte vitale remonté au logiciel permet au professionnel de santé d'identifier en clair l'utilisateur de l'appli et d'accéder au bouquet de services de l'assurance maladie. Facturation Sésame Vital, appel de téléservice intégré assurance maladie, etc. Lorsque la présence du support vital est nécessaire pour appeler ces services, le contexte appli carte vitale ne doit pas être expiré. Sinon, la présentation de l'appli carte vitale aux professionnels de santé est à nouveau nécessaire pour facturer ou appeler les TLSI AMO avec l'appli carte vitale. Une fois le contexte appli carte vitale acquis, le logiciel affiche aux professionnels de santé les données d'identification de l'assuré et de ses bénéficiaires. La sélection du bénéficiaire de soins par le professionnel de santé entraîne un appel systématique au service en ligne de récupération de droits assurance maladie, ADRI sans assertion vitale. Le professionnel de santé peut utiliser le bouquet de téléservices intégré de l'assurance maladie et compléter le dossier administratif et médical du patient. Certains TLSI AMO, DMTI, ALDI et HRI, doivent générer une assertion appli carte vitale à partir du contexte appli carte vitale. Le processus de facturation se poursuit et après la mise en forme de la facture, le logiciel procède à la signature de la facture. Pour ce faire, si le contexte appli carte vitale est toujours valide, le logiciel appelle le web service de demande de signature vitale de la FSE et ou la DRE avec une appli carte vitale.
le système d'information appli carte vitale vérifie que le contexte appli carte vitale est valide et qu'il est bien associé au professionnel de santé qui demande la signature de facture et à l'assuré présent dans la facture. Le logiciel récupère en retour les signatures de facture et les ajoute à la FSE et DRE. Ensuite, les factures sont également signées par la carte du professionnel de santé. Notons que le mode de sécurisation retenu pour l'appli carte vitale est le même que celui de la carte vitale, à savoir le mode Sésame Vital. Comme aujourd'hui, le mode de signature Sésame sans Vital est autorisé dans certains cas. Laboratoire, anatomocytopathologiste, etc. Dès que la signature vitale est effectuée, le résumé de facture est alors consultable directement par l'assuré sur son appli carte vitale. Le processus de facturation se poursuit et les factures réalisées avec l'appli carte vitale sont envoyées à l'assurance maladie. Le professionnel de santé peut à nouveau utiliser les téléservices intégrés assurance maladie, par exemple en déclarant un arrêt de travail, et compléter ainsi le dossier du patient. Dès lors que le professionnel de santé a terminé son processus de facturation, mais aussi l'accès aux téléservices intégrés de l'assurance maladie, une demande de destruction du contexte appli carte vitale est envoyée par le logiciel au système d'information appli carte vitale. Les retours, ARL et RSP, sont traités normalement. Alors, je rediffuse les slides et je vais laisser la parole à Jean-François. Oui, tout à fait. Alors, je pense que cette vidéo est un bon résumé du coup de Levé 117. On va revenir un peu sur ces différents services d'authentification et de signature dans les slides suivants et un peu vous comprendre les principes qui ont été mis en place. Donc déjà, pour intégrer l'appli carte vitale dans l'existant, notamment dans le processus de facturation, il y a 3 besoins qui nous sont apparus. Donc ma partie va être coupée en 3 chapitres. Le premier besoin, ça a été de l'intégrer comme nouveau support nominal. Ensuite, de l'intégrer comme support d'identification. Donc c'est là qu'intervient le premier service, le service d'authentification. Et pour finir, l'intégrer comme support de signature, via le service du coup de signature. Donc on va pouvoir partir sur la première partie et comment on a intégré l'appli carte vitale comme nouveau support nominal. Je te laisse faire défiler les slides si tu veux bien, Sylvie. Oui. Donc le premier point, on a intégré du coup, il y a un nouveau terme qui apparaît dans le corpus documentaire complet, que ce soit en facturation ou pour les TLSI, c'est le terme de support vital. Donc un support vital, c'est un support nominal qui peut être à la fois l'appli carte vitale et la carte vitale. Un support vital, c'est quoi? C'est un support d'identification des bénéficiaires de soins et de leur organisme gestionnaire et un support de signature. Donc en gros, dans le corpus documentaire, dès que le terme carte vitale est employé pour représenter un support d'ident ou de signature, il a été substitué par le terme support vital pour parler à la fois de l'appli, mais aussi de la carte vitale. Donc vous allez voir dans mes slides en bas à gauche, il y a généralement le lien qui est fait avec le corpus documentaire, essentiellement pour la facturation, mais les packages aussi. Donc ça vous permet un peu de vous situer par rapport au corpus documentaire. Donc, sur le slide suivant, on voit un peu les principes du support vital. Le premier déjà, c'est qu'aucune règle de priorité sur le choix du support vital par le professionnel de santé n'est définie. Donc en gros, il n'y a pas de priorité entre la carte vitale ou l'appli carte vitale. Le deuxième point, c'est que la mixité des supports vitals n'est pas autorisée. Donc un changement de support entraîne la perte des données précédemment acquises. Donc en gros, on ne peut pas commencer par identifier, admettons, un bénéficiaire avec l'application carte vitale et signer à la fin avec la carte vitale. Cette mixité ou inversement. Cette mixité n'est pas autorisée, un support doit être utilisé de bout en bout dans le processus. Et le troisième point important, du coup, c'est qu'il faut bien différencier la notion de support vital, qui est du coup donc un support d'identification et de signature, de support de droit.
Donc la carte vitale fait les deux. C'est à la fois du coup un support vital et un support de droit. L'appli carte vitale est uniquement un support vital, mais ne comporte pas de données de droit, donc du coup c'est pas un support de droit. L'appel au service ADR est obligatoire pour récupérer les droits du bénéficiaire de soins et finaliser la facture. Donc voilà pour cette première partie, un peu cette introduction de comment on a introduit l'AppCV comme support nominal avec ce nouveau terme, le support vital. On va pouvoir parler du coup maintenant de l'intégration de l'appli carte vitale comme support d'identification. Donc avec un petit rappel par rapport à la petite vidéo que vous venez de voir, en fait, on est situé vraiment sur la gauche, donc le petit 1 et le petit 2, l'acquisition de... Voilà, pour se resituer. Donc sur le slide suivant, donc en gros, les données d'identification sont obtenues via l'acquisition d'un contexte appli carte vitale. Donc je reviendrai sur ce qu'est un contexte appli carte vitale dans quelques instants, un peu situer les principes, voilà, donner une définition à ce terme qu'on va quand même employer beaucoup. Donc la base, c'est la base du premier du coup service, c'est que pour acquérir ce contexte appli carte vitale, le LPS, la solution logicielle du coup du professionnel de santé doit faire deux choses, c'est lire les données chiffrées de l'appli carte vitale, donc soit en NFC, soit via un QR code. Notre chef de projet David Ra va revenir dessus dans quelques instants. Et ensuite, appeler le service, demander l'authentification de l'utilisateur d'une appli carte vitale. Donc pour situer un peu le corpus documentaire, c'est les SFG et les guides d'intégration qui s'appellent demander l'authentification et gérer un contexte AppCV qui vous ont été fournis. Donc c'est la SFG 004 et le manuel de proc 001 avec un document technique qui s'appelle du coup l'AppCV-NT 001 qui explique comment récupérer les données chiffrées de l'AppCV. Et je vais laisser du coup la main à David pour vous parler de cette récupération. David? David, tu nous entends? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui. Vas-y, David. Oui, ok. Donc là, je vais vous parler des technologies NFC QR code. Donc, en introduction, en fait, le logiciel doit proposer les deux. Hein. Vous devez développer les deux dans votre logiciel. Ce qui ne veut pas dire que le PS va proposer deux lecteurs. Hein. Il le peut, mais en fait, voilà, il peut en proposer qu'un sur les deux. Donc ce développement n'est pas du tout identique entre le NFC et puis le QR code. Alors ce qu'on fournit, c'est une documentation. Alors elle n'est pas très longue. Je vais commencer par le QR code. Cette documentation sur le QR code, elle dit juste que le QR code, il faut un lecteur avec une norme ISO 18004. Bon, c'est la norme QR code. C'est standard. Et côté logiciel, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire parce qu'en fait, la lecture d'un QR code, c'est très standard. Vous recevez une chaîne de caractères et vous l'envoyez dans le téléservice d'authentification. Donc, côté QR code, je dirais que c'est assez facile à réaliser et on n'a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Contrairement au NFC, alors le NFC, on est en émulation de carte, c'est-à-dire que le smartphone, il est vu comme une carte à puce sans contact et donc voilà, le téléphone, l'AppCV, va émuler une carte à puce sans contact. Donc la norme de cette carte à puce sans contact, c'est le 14443. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste sur les normes? C'est que le choix du lecteur va surtout être en fonction de la norme. Hein. Bien entendu, il faut qu'il soit compatible dans cette norme, avec cette norme, pardon. Et concernant le développement sur votre logiciel, le NFC, étant donné qu'on lit une carte à puce quelque part, on va retrouver des ordres cartes. Voilà. Donc on explique dans le document, et il y a un exemple fourni, comment on adresse ce smartphone avec une série d'ordres cartes qui permet de récupérer
le contenu du QR code de WebCV, comme si vous lisiez un QR code. Voilà. Alors, en termes de documentation, voilà, donc ça va être très orienté NFC parce que implémenter le NFC, c'est un peu plus compliqué, de loin même, que le QR code. Après, vous avez une tendance inverse en ce qui concerne, si on parle des lecteurs, vous allez avoir des lecteurs NFC qui sont bien plus simples à installer, contrairement aux lecteurs QR code et lecteurs 2D, en fait, qui sont, bon, certains ont l'habitude côté pharmacie, certainement, mais les lecteurs 2D sont classiquement un peu compliqués à installer et à déployer. Voilà, donc ces deux technologies en fait sont assez différentes. Et puis ensuite côté utilisabilité aussi, côté assuré EPS, on n'a pas la même facilité d'utilisation. La lecture sans contact, c'est quelque chose qui est un peu rentré dans les mœurs maintenant avec le paiement sans contact, NFC. La lecture 2D, alors ça dépend beaucoup du matériel et ça dépend beaucoup du qui manipule. Est-ce que c'est l'assuré ou c'est le PS qui va manipuler le lecteur? Donc voilà, vous n'avez pas les mêmes inconvénients. Je finirai par dire que le QR code, c'est quand même universel. Aujourd'hui, l'ensemble des smartphones ont un écran et donc savent afficher un QR code. Côté NFC, bon, les iPhones, on n'a pas encore trouvé la solution avec Apple. Également, il y a quelques smartphones Android qui n'ont pas le NFC. Il y a certaines marques qui ne proposent pas ça sur Android. Donc, on a un parc de smartphones qui n'est pas entièrement compatible à NFC. Voilà, contrairement au QR code qui, lui, est universel. Nous, côté GIO, on n'a pas l'ambition de vous proposer une liste de lecteurs, surtout côté, on n'a pas de vocation à faire ça, proposer une liste de conseillers du matériel. Tout ça, c'est standard. On n'est pas dans les lecteurs des années 90 avec les Android-cartes intelligents, les TPE. Donc là, tout est standard. On n'a pas, voilà, on a un marché de lecteurs. Les lecteurs sont certainement hétérogènes, surtout côté 2D. Donc voilà, c'est important ce sujet parce que on peut faire la meilleure appli et vous pouvez faire le meilleur logiciel. Si au milieu la lecture ne se fait pas bien, en présence de l'assuré, il y a des difficultés, ben ça va pas fonctionner, quoi. Donc c'est un sujet important, mais nous on n'a pas de vocation à faire une liste de lecteurs et à vous dire prendre tel ou tel lecteur plutôt que d'autres. Voilà. Par contre, David, si je peux me permettre, moi je vais conseiller aux éditeurs de logiciels de se rapprocher des équipementiers qui fournissent des terminaux lecteurs de facturation saisonnière et qui, pour la plupart d'entre eux, ont déjà imaginé les rendre soit NFC, soit QR code compatibles. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter et puis à faire des tests éventuellement avec eux. Pardon. Oui, alors, oui. Et puis je finirai par le fait que nous, on fait quelques tests. Et effectivement, on a quelques idées aussi sur... et bien sûr, il faut qu'on fasse des tests et pour ça, on achète du matériel et on a quelques idées de matériel un peu plus performant que d'autres. Voilà. Surtout quand c'est l'assuré en fait, qui va chercher à lire son propre QR code. Donc, on a une recherche de distance. Voilà. Donc, vous l'avez compris, le QR code... la lecture de QR code, c'est quelque chose d'universel, mais le geste n'est pas forcément évident. Voilà. Donc, la qualité du matériel va beaucoup jouer sur l'utilisabilité de notre système. D'accord. Merci David. On continue? Jean-François, tu reprends la... Merci. Je reprends du coup, merci David pour cette parenthèse technique, plutôt technique pour comment acquérir les données du coup chiffrées de l'application carte vitale. Donc une fois que ces données ont été récupérées
Le LPS va du coup faire appel au service de demande d'authentification d'utilisateur de l'AppCV. Donc pour ce faire, il va préparer et transmettre à la fois les informations du professionnel de santé, donc notamment son IDNAT contenu dans l'assertion PS ou encore sa spécialité qui vont nous être utiles, les informations de la solution logicielle, entre autres le numéro d'autorisation EQIOS NDA, et donc les données chiffrées de l'AppCV. Le tout va être transmis du coup à SI AppCV. Je vais vous détailler un peu ce que fait le SI AppCV pour que vous ayez aussi cette vision. Donc en gros, le SI sur la slide suivante, il va contrôler les autorisations, donc que le LPS est bien autorisé à s'authentifier, que le LPS, que la solution logicielle l'est aussi, donc du coup que le numéro d'autorisation est correct, que l'AppCV et que l'utilisateur est connu du SI, donc l'enrôlement fait par l'utilisateur a bien été effectué, donc que l'application carte vitale est active. Il va du coup déchiffrer les données de l'AppCV. Éventuellement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il les met à jour. Donc si, admettons, l'utilisateur n'est pas connecté sur son smartphone, il a jamais de connexion, donc les données sont jamais mises à jour. C'est le SI AppCV qui prend la relève au moment de l'authentification pour les mettre à jour si nécessaire. Donc là, on va parler, admettons, d'une naissance, donc un changement de composition de famille, ou alors d'une mutation vers un autre régime ou vers une autre caisse. Donc les informations obtenues côté LPS seront toujours des informations à jour. Et du coup, le SI va initialiser un contexte AppCV entre l'utilisateur et le professionnel de santé et retourner ce contexte au LPS. Donc sur la slide suivante, on voit juste que le LPS reçoit ce contexte appli carte vitale et ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu sur ce qu'est un contexte appli carte vitale. C'est un terme qu'on emploie souvent et qu'on va souvent employer, donc je vous propose de revenir un peu dessus. Du coup, un contexte appli carte vitale, faut le voir comme une session qui est créée lorsqu'il y a une demande d'authentification sur le SI AppCV. Il y a une session qui est créée entre l'utilisateur de l'application carte vitale et le professionnel de santé. Donc cette session a donc une date de fin. Cette session contient toutes les informations de l'application carte vitale, donc les informations qui ont été envoyées chiffrées au SI AppCV. Donc il y a à la fois les données d'identification de l'utilisateur de l'app lui-même, mais aussi éventuellement de sa composition de famille, donc de ses enfants. Donc chacun des individus a ces deux identités, à la fois l'identité de l'assurance maladie obligatoire, mais aussi l'identité patient, donc plus communément appelée identité INS. Donc au niveau de l'identité AMO, on voit que pour chacun des individus, on va avoir l'identité en tant que bénéficiaire, donc le NIR, le nom, le prénom de la personne, date, rang de naissance, qualité, des infos qui sont déjà connues du coup, qui étaient connues avec la carte vitale, les informations de l'ouvrant droit, l'assuré, donc son NIR, ainsi que l'organisme obligatoire, donc le code régime, code caisse, code centre. Donc là, c'est des informations qu'on avait déjà dans la carte vitale et on voit que pour chacun des individus, que ce soit l'utilisateur mais aussi ses enfants, on va avoir ces deux identités. On a aussi des informations relatives au support lui-même, donc le numéro de série de l'AppCV. Pour information, le numéro de série de l'AppCV est au même format que celui de la carte vitale. La seule différence, c'est qu'il est sur une plage spécifique application carte vitale. Et on va aussi avoir du coup le type de l'appli, donc qui peut être de type réel, démo ou test, tout comme l'était la carte vitale. Donc voilà un petit peu la définition du contexte qui est créé sur le SI et qui est renvoyé côté du coup LPS. Donc on va revenir sur certains principes de ce contexte. Alors déjà la chose importante, c'est que pour un utilisateur, il ne peut y avoir qu'un seul contexte actif sur le SI AppCV. Il en est de même pour l'EPS. Donc, comme je vous l'ai dit, du coup, un contexte était une session entre un utilisateur et un professionnel de santé. Donc, pour l'un des deux acteurs, il peut y avoir qu'un seul contexte actif sur le SI AppCV. Donc, dès qu'un professionnel de santé va demander l'authentification d'un autre patient, ça aura pour conséquence, du coup, de détruire l'ancien contexte. Il est censé faire qu'une seule consultation pour de la facturation ou du TLSI à un instant T.
Ce qui est important à retenir aussi, c'est qu'un contexte est associé à un professionnel de santé. Donc lui et lui seul peut l'exploiter. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation d'un même contexte par différents PS. Mettons, un professionnel de santé peut pas demander un contexte et l'envoyer à un de ses collègues et tout. Il est vraiment pour lui et c'est lui qui est identifié sur ce contexte, donc lui seul peut l'exploiter. Et la dernière chose importante, c'est que l'authentification du coup est en fait en ligne. On s'assure du coup que le support est toujours actif et il n'y a pas d'opposabilité de ce support. Donc tout contexte acquis sur la solution logicielle du professionnel de santé et qui est toujours valide, donc dont la durée de validité n'est pas expirée, vaut pour contrôle d'opposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire un appel à la liste d'opposition pour l'application carte vitale. En slide suivant, du coup, un contexte a une durée de validité. Je vous l'ai dit, c'est une session qui est créée, donc il a une durée de validité qui peut fluctuer en fonction de la spécialité du professionnel de santé. Et cette durée de validité donne accès, le contexte a une durée de validité durant laquelle l'accès au service qui nécessite la présence de l'utilisateur est autorisé. Donc en gros, en facturation Sésame Vital, ça va être la signature vitale. Il faut que le contexte soit valide pour pouvoir signer. Ça veut dire que l'utilisateur est bien présent. Et il y a certains téléservices AMO sensibles. Je pense à l'historique de remboursement, HRI ou la déclaration de médecin traitant, des MTI, où la présence de l'utilisateur du coup est obligatoire. Donc il faut que le contexte soit valide pour accéder à ces services. Pour les TLSI AMO, du coup, ça va être via l'assertion application carte vitale qui va être créée. Il faut que cette assertion soit créée depuis un contexte qui n'est pas du coup périmé pour garantir la présence de l'utilisateur. Et ce contexte reste accessible sur le SI AppCV tant que sa durée de validité n'est pas dépassée. Donc en gros, il peut être demandé par le professionnel de santé plusieurs fois. Il peut être demandé à nouveau. Donc c'est pour ça que le package qu'on vous a fourni, la SFG 004, comporte au final 3 web services. Il y a la demande d'autante, la demande d'un contexte du coup qui est ce service-là, c'est une demande sans avoir besoin de relire l'application carte vitale. Donc c'est pour pallier un éventuel bug de la solution du LPS ou alors une perte de contexte, ou permettre aussi à un professionnel de santé de récupérer un contexte sur un autre LPS. Donc voilà pour ce deuxième service. La chose du coup importante, c'est que si le contexte expire, une nouvelle authentification de l'utilisateur est nécessaire pour accéder au service de l'assurance maladie. Donc les services où la présence de l'utilisateur est obligatoire. Donc en gros, il va falloir réauthentifier l'utilisateur de l'AppCV pour obtenir un nouveau contexte valide. Et enfin, qu'une destruction du contexte est faite dès que la présence de l'utilisateur n'est plus certaine. Donc il y a différents cas qui existent. Soit c'est sur une demande directe du logiciel. Donc c'est le troisième web service de la SFG 004 qui s'appelle demander la destruction d'un contexte. Donc à savoir dès qu'une carte vitale est insérée dans le lecteur ou dès qu'on arrive en fin de consultation, donc c'est-à-dire qu'on a l'assurance que la personne n'est plus là, c'est la fin de la consultation où j'ai inséré une carte vitale, donc c'est qu'un nouveau patient est arrivé pour une nouvelle consulte. Il faut que le LPS du coup demande la destruction pour qu'on ait toujours cette assurance qu'il n'y a qu'un seul contexte pour un utilisateur sur le SI. Et il y a aussi du coup une gestion qui est faite directement par le SI AppCV, c'est-à-dire que dès qu'un utilisateur demande un nouveau contexte pour un autre professionnel de santé, ou qu'un professionnel de santé demande un nouveau contexte pour un autre utilisateur d'app, on détruit l'ancien. Et pareil, dès que le contexte arrive à la durée de validité est dépassée, du coup la destruction est faite automatiquement côté SI AppCV. Et pour finir, du coup, sur ce contexte appli carte vitale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est paramétrable en fonction de la spécialité du PS. Donc il y a 3 paramètres. Ces 3 paramètres sont gérés uniquement côté SI AppCV. Donc c'est-à-dire ils sont non développés côté LPS, ils ne sont pas codés en dur, ce qui leur permet d'évoluer de manière transparente pour vous, éditeurs.
Donc ces 3 paramètres sont la durée de validité, qui est de 20 minutes par défaut, mais qui en fonction des spécialités va être amené peut-être à évoluer avec le temps. Le nombre de signatures autorisées. On va le voir dans le service de signature tout à l'heure, il y a un nombre restreint de signatures autorisées, donc qui est positionné pour l'instant à 1 par défaut. Et est-ce que le résumé de facture est autorisé? C'est pareil, c'est des notions qu'on va voir tout à l'heure dans la partie service de signature. Donc ces 3 paramètres sont gérés uniquement sur le SI AppCV. Donc voilà un peu pour revenir sur ce contexte appli carte vitale et cette demande d'authentification. Alors le dernier slide, ça va être concernant le... Pardon. Voilà. Oui. Alors le dernier slide, c'est moi qui reprends la parole. Effectivement, l'AppCV va se déployer par zone géographique progressivement au fur et à mesure du temps. On vous communiquera les informations en temps voulu sur ce sujet-là. En tout cas, il y a déjà une fiche d'information qui parle de ce sujet-là. C'est la fiche d'information AppCV 1.0.11 que j'ai mis en bas, qui vous explique en fait que un professionnel de santé va pouvoir avoir la data 8 au départ sans forcément utiliser une appli carte vitale. L'appli carte vitale va se déployer, comme je disais, par zone géographique et ça sera un paramétrage dans la solution logicielle du PS pour activer la compatibilité appli carte vitale qui va être mise en œuvre. Et c'est vous, éditeur, en fait, qui avez la main sur ce paramétrage-là. Au fur et à mesure du déploiement, vous allez paramétrer pour tel ou tel PS situé dans telle ou telle zone géographique le fait qu'il va pouvoir utiliser son appli carte vitale en fonction des conditions qui seront définies par l'assurance maladie et qui seront communiquées dans cette fiche. Au départ, c'est juste les professionnels de santé des départements 06 et 69 qui vont être concernés. Ce n'est pas un paramétrage à la main du PS, c'est vraiment un paramétrage à la main de l'éditeur. Et dans tous les cas, la lecture de la carte vitale à puce est possible, c'est-à-dire qu'on peut déployer un logiciel compatible, enfin agréé ou homologué à Danone 8 sur le terrain, même si le PS n'est pas concerné. Dans ce cas-là, n'est pas concerné par l'appli carte vitale. En ce cas-là, il va lire la carte vitale à puce comme il faisait avant. Voilà, alors là, on a une toute petite séquence. Alors là, je vais demander donc à David Ra et puis à Jean-François Ravenot donc d'activer leur micro parce que du coup, on va pouvoir peut-être passer aux questions éventuellement qui auraient à remonter à l'oral. Alors, messieurs et mesdames les chatteurs, je n'ai pas beaucoup de questions à remonter à l'oral. Alors, j'ai un éditeur qui me demande si le mode désynchronisé est toujours compatible avec une FSE AppCV. David ou Jean-François, est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Est-ce que le mode désynchronisé, est-ce que déjà, Jean-François, tu peux peut-être rappeler ce que c'est que le mode désynchronisé et nous dire s'il est toujours compatible avec une FSE AppCV? Oui, tout à fait. Le mode désynchronisé, du coup, c'était de pouvoir effectuer la signature vitale. Bah, on va en revenir un peu dans le service, du coup, tout à l'heure. C'est plutôt le service de signature. C'est plutôt effectuer la signature vitale avant la signature CPS. Donc, du coup, oui, c'est autorisé. Bon, on va le voir avec le V113, du coup, et la réurbanisation des fonctions Sésame Vital, des fournitures Sésame Vital, que ça devient même quasiment un cas, c'est pas nominal, mais vu que les fonctions sont appelées et orchestrées par le LPS lui-même, c'est naturellement désynchronisé. Donc, je pense que ce sera plus détaillé dans le webinaire qui aura lieu dans 2 semaines sur ces fonctions-là, mais oui, il n'y a pas de problématique par rapport au désynchro. Bon, ça va être très vite vu. Mesdames et messieurs les éditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'outil. Je vois pas de questions à remonter oralement. Mes super chatteurs, là, en fait, apportent les réponses par écrit et les communiquent à l'ensemble des éditeurs. Donc, on va continuer la présentation, quitte à revenir après sur d'autres questions à la fin. Donc, Jean-François, je te laisse continuer. D'accord. Et bien du coup, on va partir directement sur le dernier point qui était comment intégrer l'appli carte vitale
comme support de signature. Donc par rapport un petit rappel sur le processus d'avant, donc on est vraiment là sur le point, le petit point 4, du coup l'appel de service de signature. Donc en gros, on a récupéré un contexte d'application carte vitale. On a appelé le service ADRI qui est obligatoire, la consultation se termine et on doit signer la FSE et ou la DRE. Donc je vous propose de commencer par des principes du coup par rapport au support de signature qu'est l'application carte vitale. Le premier, c'est que le mode de sécurisation retenu à l'usage d'une appli carte vitale est identique à celui de la carte vitale. Donc c'est-à-dire que c'est le mode Sésame Vital. Donc il n'y a rien qui est changé par rapport à ça. Que le mode de sécurisation Sésame sans Vital conserve le même comportement pour les catégories autorisées qu'actuellement avec la carte vitale. Donc c'est-à-dire qu'il y a le mode Sésame sans Vital, ça veut dire qu'il n'y a pas de signature vitale qui est faite. Donc bah là, du coup, c'est qu'il n'y aura pas d'appel au service de signature AppCV qui sera faite, mais il n'y a pas de changement par rapport à l'existant. Ce qui est à noter, c'est qu'il y a deux besoins en fait qui sont apparus par rapport à ça. C'est qu'il faut pouvoir limiter le nombre de signatures. Donc c'est qu'un PS doit signer de manière nominale dans le cadre d'une consultation une seule facture. Donc du coup, il y a ce besoin qui est apparu et qu'on va détailler un peu par la suite. Il y a un contrôle qui est fait côté SI AppCV. Donc le cas nominal, c'est qu'une seule facture est autorisée. Il y a certains cas particuliers qui existent et qui justifient du coup qu'un PS puisse signer plusieurs factures. Je pense notamment à en pharmacie où parfois on est obligé d'isoler certains médicaments dans une deuxième facture, ou je pense à des actes en série où potentiellement la B2 est trop petite, donc il y a plusieurs factures qui sont créées. Donc bref, certains cas sont autorisés pour signer plusieurs factures, mais de base, il n'y en a qu'une. Et un deuxième besoin qui est apparu, c'était un peu à l'équivalent de ce qui existe actuellement avec le ticket vital lorsqu'on va en pharmacie et qu'on sait du coup ce qu'on nous a facturé. Il y avait un besoin d'informer l'utilisateur. Donc en gros que l'utilisateur sur son téléphone puisse avoir un résumé de la facture qu'il venait de signer avec son appli carte vitale. Donc c'est pour ça qu'on vous demande dans le service de signature de transmettre certaines données de la facture en gros, pour que l'utilisateur après directement depuis son téléphone puisse accéder à ce résumé. On va revenir dessus par la suite. Donc sur le slide suivant, c'est un petit peu un rappel de justement l'EV 113, donc la réurbanisation des fournitures Sésame Vital. C'est maintenant du coup c'est le LPS qui orchestre les appels des fonctions SSV. Donc avant il n'y avait qu'une seule fonction qui est à la fois formatée, chiffrée, signée Vital et signée la facture CPS. Maintenant il y a eu un découpage du coup de ces fonctions qui a été fait pour pouvoir introduire la signature avec l'application carte vitale. Donc le webinaire qui est du coup dans 2 semaines, il me semble, Sylvie, va revenir vraiment un peu plus. D'accord, le 19 février, du coup, va revenir un peu plus là-dessus. Donc en gros, d'un point de vue macro, il faut que la facture soit formatée. Ensuite, elle est chiffrée. La première étape de signature, c'est du coup la signature vitale. Donc si c'est la carte vitale, bah, c'est la fonction SSV qui est signée facture vitale. Si c'est l'appli carte vitale, bah, c'est du coup tout le sujet d'aujourd'hui et que je vais vous expliquer. Et ensuite, du coup, il y a un signé facture CPS. Donc pour revenir à la question de tout à l'heure, on voit que le mode désynchronisé, justement, c'est quand il y a une désynchro entre la signature vitale et la signature CPS. Donc on voit qu'à l'utilisation de l'appli carte vitale, il n'y a pas de problème. Il y aura un appel au service de signature qui sera fait. Et du coup, plus tard dans la journée, le PS pourra signer avec sa CPS la facture qui a déjà été signée de manière vitale par l'application carte vitale sans problème. Donc pour faire le lien un peu avec le corpus documentaire, tout ça, ce processus fonctionnel de la signature, c'est détaillé dans l'annexe 1-A pour que vous ayez un petit peu les éléments, c'est précisé en bas à gauche. Donc je vous propose de revenir sur le processus fonctionnel complet du coup de la signature avec une application carte vitale. Le LPS va avoir différentes étapes à faire. Donc la première étape,
avant justement de lancer ce processus de signature, c'est contrôler que le contexte est toujours valide. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que s'il appelle le service de signature alors que le contexte est périmé, bah, la signature n'aura pas lieu. Donc plutôt que faire un appel inutile, on demande que du coup le LPS lui-même contrôle avant que le contexte soit toujours valide pour éviter un appel inutile au SI AppCV. S'il s'avère que le contexte est périmé, bah, du coup le logiciel va demander une nouvelle authentification d'utilisateur. Donc il faudra que le professionnel de santé relise la carte vitale de l'utilisateur, fasse une nouvelle demande d'authentification SI pour avoir un contexte valide. Une fois du coup ce contrôle de validité effectué, on lui demande aussi de contrôler la validité du support de droit MO. Donc là, l'objectif, c'est de contrôler que le service ADRI a bien été appelé, vu que l'appel ADRI, je vous le rappelle, est obligatoire. Donc on contrôle que la nature de PJ égale à 5. Ensuite, étape suivante, du coup, sur le slide d'après, il y a un premier appel à une fonction SSV qui est effectuée. Donc cette fonction SSV, qui est calcul et H facture assurée, va permettre de calculer l'empreinte de la FSE et ou de la DRE assignée. Donc en gros, en entrée de la fonction, vous avez la FSE et ou en fonction de si on fait une FSE seule, une DRE seule ou alors les deux, et ben, sont mis en paramètre d'entrée de la fonction avec le numéro de série de l'AppCV qui est récupéré dans le contexte. Et en sortie, on a donc des empreintes de cette facture qui vont être envoyées plus tard au SI AppCV pour être signées. Une fois que cette fonction est appelée, le LPS du coup va préparer les données du résumé de la facture. Donc c'est les données qui seront transmises lors de l'appel au service de signature et qui seront visibles après, consultables par l'utilisateur lui-même depuis son téléphone. Donc on vous demande du coup de renseigner différentes données. Il y en a pas mal. Il va y avoir du coup l'identifiant du bénéficiaire de soins, l'identifiant du PS, le montant total de la facture, le montant payé par l'assuré, les prestations qui ont été effectuées, les codes prestations, et du coup tout ça est envoyé au SI lors de la signature, et une fois que la signature est effectuée, l'utilisateur pourra consulter ces informations depuis son smartphone à la manière d'un ticket vital actuellement. Il sait du coup ce qu'il a signé. Donc une fois que ces données sont préparées, a lieu du coup l'appel au service de signature, qui s'appelle du coup demander la signature de la vitale de la facture. Donc dans les documents qu'on vous a donnés, c'est du coup le guide d'intégration, le manuel de prog, on va dire 002, qui fait le lien du coup avec l'annexe grand 1-A. Donc ce service de signature va donc effectuer la signature vitale de la facture. Et en même temps, du coup, l'objectif, c'est de transmettre les données du résumé de facture. Donc je vais revenir sur ce service. En gros, en entrée du service, pour faire la demande, le LPS prépare et transmet les informations donc, du professionnel de santé, donc l'IDENAT depuis l'assertion PS, mais aussi du LPS comme pour la demande d'autante, donc le numéro d'autorisation, etc. Il transmet dans cette demande aussi toutes les informations, donc c'est la partie un peu à droite, toutes les informations du résumé de la facture, donc l'identifiant du bénéficiaire de soins, du professionnel de santé, les prestations réalisées et les montants payés de la facture et le montant total de la facture. Il transmet les empreintes de la FSE et ou de la DRE qui sont assignées du coup et qui ont été obtenues via l'appel de la fonction SSV que je vous ai détaillé tout à l'heure. Et il transmet en plus certaines données de la facture pour que le SI puisse faire un contrôle de cohérence avec le contexte. Côté SI AppCV, sur le slide suivant du coup, le SI AppCV reçoit toutes ces informations. La première étape du coup, il va contrôler l'autorisation du LPS, donc le numéro d'autorisation, contrôler l'autorisation et l'authentification du PS, donc c'est les mêmes contrôles que ceux effectués lors de l'appel au service d'authentification qu'on a vu tout à l'heure. Il va vérifier du coup que le contexte appli carte vitale existe et donc est bien toujours valide, donc que sa durée de validité n'est pas dépassée.
Il va vérifier que ce contexte concerne bien du coup l'assuré présent dans la facture et que le marquage de la facture, donc test ou réel, démo, est bien en phase aussi avec le contexte appli carte vitale. Donc là, c'est des contrôles de cohérence qui sont effectués et qui avaient déjà lieu avec la carte vitale et qui étaient faits directement par les fonctions SSV. Donc là, elles sont déportées sur le SI AppCV. Le SI AppCV contrôle en plus que le nombre de signatures vitales n'est pas atteint pour ce contexte. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un nombre maximal autorisé par contexte, qui est par défaut à 1. Donc on ne veut pas autoriser un professionnel de santé à signer 3, 4, 5, 6 factures pour un même contexte. Donc du coup, on vérifie qu'on n'a pas dépassé cette valeur. Et si tout est OK, le SI-AppCV réalise la signature vitale du coup des empreintes fournies dans la demande, donc de la FSE ou de la DRE. Il enregistre le résumé de facture. Donc pour vous matérialiser un peu ce qu'est un résumé de facture, il y a un visuel sur la droite. C'est ce qu'aura sur son téléphone, une fois la signature effectuée, l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il verra du coup qu'il a été voir tel professionnel de santé pour tel bénéficiaire, que la facture a été faite pour un organisme obligatoire, donc avec l'organisme obligatoire dédié. L'organisme complémentaire, il aura aussi les infos. Il aura le montant total de la facture et combien il a payé. Donc ce qui lui permet de savoir vraiment ce qui a été signé dans la facture. Et du coup, le SI AppCV retourne le tout au LPS avec l'occurrence de la facture, donc qui est du coup l'occurrence de la facture, c'est le numéro d'ordre de la facture signée par le SI AppCV pour ce contexte. Donc c'est-à-dire que si c'est la première facture signée pour le contexte, l'occurrence de la facture vaut 1. Mais vu que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains cas particuliers, il y a certains professionnels de santé qui sont autorisés à signer plusieurs factures, donc 2 en l'occurrence. On va retourner que c'est la deuxième facture qui a été signée et cette information sera enregistrée dans la facture pour un besoin du coup côté caisse. Une fois que le LPS a réceptionné ces informations, du coup, il reçoit du coup en retour de l'appel, excusez-moi, les signatures vitales et l'occurrence de la facture. Il y a certains cas d'erreur, du coup, la signature n'a pas pu être effectuée. Donc les contrôles de cohérence, en l'occurrence sur le NIR de l'assuré ou alors sur la compatibilité du type test réel démo. Donc là, si la cohérence n'est pas bonne, ça veut dire que l'assuré n'est pas présent dans le contexte ou que le type n'est pas compatible avec l'appli carte vitale. Donc c'est une erreur technique, donc c'est pas possible. Donc le processus s'arrête et la signature ne peut pas avoir lieu. Et il y a 2 autres erreurs qui sont du coup l'erreur où le contexte est périmé, donc la durée de validité est dépassée, ou alors que le nombre maximal de factures est déjà atteint pour ce contexte. Donc là, le LPS va donner la possibilité au PS de faire une nouvelle authentification de l'utilisateur. Donc ce qui se cache derrière, c'est de devoir relire l'AppCV pour refaire une appel au service d'authentification pour obtenir un nouveau contexte qui va permettre de signer la facture. Donc en gros, il va être obligé de reprendre le processus de signature que je viens de vous détailler avec le nouveau contexte qu'il vient de réceptionner. Et la dernière étape côté LPS, c'est d'appeler la deuxième fonction SSV qui va du coup ajouter les empreintes signées réceptionnées par le service de signature dans la facture elle-même. Donc en gros, cette fonction en entrée, elle va avoir la FSE et la DRE, plus les signatures obtenues en réponse à l'appel au service de signature, avec l'occurrence de la facture donc, que je vous ai mentionné tout à l'heure. Et en sortie, on aura une FSE et ou une DRE, donc en fonction des cas, qui sera signée de manière vitale, donc c'est une signature vitale. Et donc du coup, l'étape d'après, ce sera la signature CPS. Donc en gros, un résumé, c'est ce qu'on peut dire, c'est qu'une facture vitale avec une AppCV est similaire à une facture vitale avec une carte vitale. Le top certification du type 1, pour être un peu plus technique, il est positionné à S, ce qui veut dire qu'on est bien en sésame vital. La seule différence, c'est que la taille de la signature avec une AppCV est un peu plus grande. Donc il peut y avoir plusieurs types D dorénavant présents dans la facture. Donc là, je parle un peu plus technique, mais généralement, il n'y avait qu'un seul type D qui était présent avec une signature vitale, avec une carte vitale. Là, vu que la signature est plus grande, il y a plusieurs types D qui peuvent être
qui peuvent être présentes. Et un petit rappel, c'est que contrairement à l'XP, pour ceux qui ont été dans l'expérimentation à carte vitale qui est actuellement en cours, il n'y a pas de numéro de facture spécifique application carte vitale. On avait mis en place un système en 999 là pendant l'XP, donc tout ça n'existe pas pendant la cible. Donc voilà. Voilà pour la partie signature et le processus fonctionnel du coup de signature avec une appli carte vitale. Merci Jean-François. Alors, puisque tu nous parlais de l'expérimentation, est-ce que la demande d'authentification de l'expérimentation que un certain nombre d'éditeurs ont mis en œuvre va pouvoir être reprise telle quelle pour la Danone 8? Ah non, du coup, c'est un nouveau service, c'est pas les mêmes informations, et donc la demande d'authentification de l'XP ne dure que pendant l'expérimentation, mais n'est pas applicable à la cible, ou dans tous les cas, il y a un nouveau numéro d'autorisation qui doit être donné par le CNDA, donc l'ensemble des services est à développer pour D'accord, le la modèle de cible et données donc a pour la Danone changé. 8. L'appel de la fonction demande d'autant ne contient plus tout à fait les mêmes données en entrée et en sortie, c'est ça? Enfin, il y a des changements à ce niveau-là? C'est ça, des changements par rapport à ça, dans des données techniques qui sont plus les mêmes, et même du coup par rapport au numéro d'autorisation. Il y a seuls les services du coup cibles qui sont autorisés pour effectuer la signature derrière, donc le service ne peut pas être utilisé en tout cas de l'XP pendant la cible. D'accord. Est-ce que le contexte appli carte vitale peut être récupéré à partir d'une carte CPE, carte professionnelle? Alors CPE, ça veut dire employé, la carte des employés, c'est ça? Donc, est-ce qu'on peut faire une demande d'autante avec une carte CPE? Oui. Les seules cartes qui sont pas autorisées de mémoire, c'est les cartes d'administration, donc les CPA et CDA. Donc, comme généralement dans nos guides d'intégration, c'est renseigné du coup dans les guides, donc la CVMP 001 pour la demande d'authentification et 002 pour la demande de signature. Vous retrouvez du coup dans le chapitre 3 les types de cartes autorisées pour l'appel au SIAP-CV, et la CPE en fait partie, seules les cartes administratives n'en font pas partie. D'accord. Alors, un certain nombre d'éditeurs posent des questions par rapport à la logique qui est adaptée en pharmacie, où tous les utilisateurs n'ont pas le même numéro, je suppose que là c'est le numéro de facturation, et comment, avec plusieurs contextes, comment ça va se passer en fait la facturation avec l'appli carte vitale dans le cadre des pharmaciens où on a plusieurs postes de travail et voilà, faut que je retrouve la question. Excuse-moi, Je crois comprendre ta question du coup dans chaque carte du coup des employés de la pharmacie, chacun a un identifiant spécifique qui est généralement l'identifiant. Il y a l'identifiant de facturation qui est vraiment le finesse de l'officine, mais en plus il y a un identifiant normalement national un peu plus technique qui identifie l'individu lui-même. Et bien c'est cet identifiant qui est renseigné dans la demande qui va permettre de créer un contexte sur le SIAP-CV. Donc c'est-à-dire que chacun des employés peut avoir un contexte actif lui-même sur le SIAP-CV. Donc en gros, c'est si admettons j'ai 4 employés dans une pharmacie, il n'y a pas qu'un seul contexte qui est autorisé pour cette pharmacie, il y a bien autant de contextes qui est autorisé qu'il y a de salariés, chaque salarié étant identifié de manière unique. Donc en gros, chaque employé de la pharmacie va pouvoir, pendant la consultation, créer un contexte pour la personne qu'il a en face de lui. C'est pas parce que son collègue à côté authentifie une deuxième personne que ça va détruire le contexte existant. Il y en aura bien plusieurs qui seront créés pour l'officine. d'accord, donc ça c'est le monde, c'est la logique en pharmacie. Maintenant, la logique en centre de santé où tous les pays ont en fait le même numéro de facturation, donc on pourrait avoir ce même numéro de facturation, le même d'identification du PS, plusieurs patients qui seraient raccrochés à ce contexte. Alors là, justement, c'est le numéro de facturation, l'identifiant de facturation est le même justement pour le centre de santé, mais normalement, chaque professionnel de santé a un identifiant technique national, l'IDENAT qui est contenu dans sa CPS, qui est demandé dans chacun des web services, qui est unique.
et c'est par rapport à cet identifiant que le contexte est créé. Donc en gros, on ne va pas créer un contexte par rapport à l'entité centre de santé ou par rapport à l'identifiant de facturation du centre de santé qui est unique en l'occurrence, c'est vrai, mais bien par rapport à l'identifiant technique de chacun des employés de ce centre de santé. Donc il n'y aura pas de problématique d'un point de vue métier. Le psychologue pourra demander un contexte pour la personne qu'il a en face de lui pendant qu'il y a quelqu'un en radiologie qui crée un autre contexte pour une deuxième personne. Ça va pas, c'est pas l'entité centre de santé qui est vue, c'est vraiment l'employé derrière qui est vu grâce à son identifiant technique. D'accord. Alors, J'espère répondre aux questions. ouais, alors n'hésitez pas à réagir, hein, les éditeurs, si ce qu'on vous raconte vous perturbe. Pour les centres de santé notamment, mais pas que, on a de la sécurisation en masse qui est faite en fin de journée avec les cartes, la carte CP, les cartes, hein, les cartes DPS. Comment ça va se passer avec la CV du coup? Bah, du coup, comme je le disais tout à l'heure, ça change pas grand-chose. En fait, les appels de masse de signatures qui sont dites, du coup, c'est généralement ce qu'on parlait tout à l'heure, la désynchro. Donc, c'est uniquement la signature CPS. Donc, ça veut dire que la signature vitale, donc depuis la carte vitale ou l'appli carte vitale a déjà été fait en amont. Les cas métiers, c'est en gros, potentiellement toute la journée, on voit des personnes, on fait la signature vitale et le soir, il n'y a que le chef d'établissement qui signe avec la CPS l'ensemble des factures. Bah, ce cas reste inchangé avec l'appli carte vitale parce que les signatures vitales ont lieu au moment où le bénéficiaire est là. Et du coup, la signature CPS peut avoir lieu en désynchro le soir pour ces cas précis sans que ça pose problème. D'accord. Alors sinon, j'ai une autre question par rapport. Alors, attends, je la retrouve. À quoi correspond l'erreur CE3, marquage de la facture incohérent? Alors là, du coup, c'est un manque de compatibilité entre le marquage de la facture, donc qui est test réel démo, et le type de support, pareil, test réel démo. Donc c'est vrai qu'on a eu un retour par rapport à ça d'un éditeur. Le terme, il y a différents termes employés sur le support. C'est le type, dans la facture, c'est marquage, parfois c'est le type de flux. En gros, ce qui se cache derrière, c'est donc le marquage de la facture, c'est test réel démo. Et du coup, l'incohérence entre les deux, ce serait par exemple d'avoir une facture réelle avec une application carte vitale de test. Donc en gros que le contexte appli carte vitale il soit typé test, ça c'est incohérent, donc c'est pas possible et ça retourne une erreur. Mais c'était déjà des cas qui étaient testés avec la carte vitale actuellement par les SSV, où seuls certains cas étaient autorisés. On ne peut pas faire une facture réelle typiquement avec un support de test en l'occurrence. Alors, j'ai un éditeur pharmacien qui me dit que les CPE sont anonymes aujourd'hui dans les pharmacies, ou alors employé 1, employé 2. Est-ce que du coup, ça pose un problème qu'elles soient anonymes, les cartes CPE en pharmacie, pour nos histoires de demande d'authentification et de signature de facture? Oh non, signature de facture, les CPE, elles signent pas les factures. Alors, du coup, ça, normalement anonyme, je ne sais pas ce qui se cache du coup derrière ce terme, mais il y aura bien pour une CPE un identifiant de facturation, je suppose, et chaque employé a un identifiant technique qui lui est propre. Donc potentiellement, ça va être l'identifiant, le finesse, admettons, peut-être de l'établissement, avec derrière 1, 2, 3 par rapport au nombre d'employés. Donc on se retrouve bien avec un identifiant unique par salarié. Donc derrière anonyme, je ne sais pas si la personne voulait dire il n'y a carrément rien de renseigné. Là, ça me paraîtrait bizarre qu'il n'y ait pas du tout d'identifiant par individu, mais si c'est bien à 1, 2, 3 par employé, bah, ça pose pas de problème vu qu'on saura identifier de manière unique l'ensemble des personnes. D'accord, je vais laisser l'éditeur réagir si ça pose problème. Autre question, un médecin qui réalise une facture à l'aide d'une app CV. Voilà, les questions défilent. Un médecin qui réalise une facture à l'aide de l'app CV où celle-ci remonte sur le smartphone. S'il supprime la facture avant la mise en lot, comment le portail va s'actualiser?
Alors là, du coup, c'est à partir du moment où une facture est signée, du coup, l'utilisateur va y avoir accès sur son téléphone, indépendamment que la facture potentiellement elle ait été envoyée au frontal. Donc c'est la question, c'est la limite par rapport à ça. C'est en gros l'app CV a permis de signer quelque chose, donc on a bien un résumé qui est consultable côté utilisateur où on va lui dire que du coup c'est juste un résumé de ce qui a été signé. Potentiellement, ça ne veut pas dire que la facture a été transmise à l'assurance maladie. Le besoin, c'était vraiment d'un point de vue métier utilisateur, c'était de savoir ce qui a été signé. Et bah, si derrière la facture n'est pas transmise jusqu'au frontal et jusqu'aux caisses, et ben, l'utilisateur aura quand même un résumé de ce qui a été signé par le support lui-même, vu qu'en l'occurrence la signature a bien eu lieu. Donc si le PS va pas jusqu'à la mise en lot et donc ne va même pas encore pire jusqu'à l'envoi au frontal, l'utilisateur aura quand même accès à ces D'accord. infos. J'ai l'éditeur pharmacien qui confirme, oui, les CPE pharmacie ne sont pas nominatives. Et quel est Sur ce l'impact avec l'utilisation d'un TLA? Ouais, excuse-moi. Quel est l'impact avec l'utilisation d'un TLA, Jean-François? Jean-François, Ah tu bah là, du m'entends? coup, le TLA est hors périmètre de l'application carte vitale. Oui, 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 tout à vous ne fait. m'entendez Le plus. TLA. Si, si. Il est hors périmètre de l'appli carte vitale. Il n'évolue pas le TLA avec l'appli carte vitale. Le TLA, on considère que c'est un produit en France. Donc, il faut absolument trouver d'autres solutions, d'autres alternatives à l'utilisation des TLA. Alors, d'autres questions. Donc, si dans le LPS, le PS supprime la FSE avant transmission, le patient est informé, Jean-François? Non, il n'y a pas moyen de. Bah, en fait, après, une fois que la signature vitale a lieu, il n'y a plus d'échange entre le LPS et le SIAPCV. Donc, le SIAPCV n'étant jamais informé de est-ce que la signature CPS a eu lieu, est-ce que la mise en lot a eu lieu, est-ce que l'envoi a eu lieu au frontal. Du coup, il n'y a pas possibilité d'informer l'utilisateur. Je le répète, hein, le besoin, c'est juste pour l'utilisateur de savoir ce qui a été signé, indépendamment du fait de ce que la facture derrière de sa vie. Bon, c'est généralement le cas nominal, c'est quand même que lorsque le PS signe une facture, elle est envoyée à l'assurance maladie, hein. Mais bon, le besoin initial, c'est ça. Donc si la facture n'est pas transmise, bah, l'utilisateur a quand même un résumé de sa facture et il n'est pas informé que la facture n'a pas été transmise. On n'a pas possibilité Merci. d'avoir cette info. D'accord. Jean-François, l'obtention du contexte d'authentification fonctionne-t-il avec les cartes CPF, cartes personnelles en formation? Poup, 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 D'accord. Donc, bonne- est-ce que les quelqu'un du support peut CPF, regarder? Ouais, non, on va passer je une autre regarde question. l'intégration, Ouais. les CPF sont positionnés à oui, donc il n'y a pas de. Normalement, il n'y Vous a que les m'entendez? cartes. Oui, qui parle? Là, c'est David. C'est Oui, David. David. David, oui, c'est oui, oui. D'accord. Les CPF sont. C'est Même si elles CPS, sont pas très nombreuses sur le CPF. terrain. Ok, alors, merci David. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question intéressante à aborder? Est-il possible de faire un nouveau processus de signature de facture au cas où le PS se rend compte qu'il a fait une erreur, soit sur la saisie de l'acte ou qu'il ajoute un tiers payant? La facture est mémorisée en doublon dans l'app CV ou pas? Alors, ça dépend à quelle étape est-ce qu'on entend par erreur. Si, si la signature est effectuée du coup et qu'il se rend compte qu'il a effectué une erreur, il va pouvoir revenir potentiellement sur sa facture et reprendre le processus complètement. Donc il va être obligé de faire appel aux fonctions SSV de levé 113, donc rechiffrer la formature, bah, reformater la facture, rechiffrer et re-signer avec l'appli carte vitale.
Donc en effet, il peut reprendre le processus, mais faut qu'il reprenne tout en fait depuis le début. Et la signature vitale aura été quand même signée pour l'AppCV, donc là typiquement l'utilisateur croira que il y a eu potentiellement déjà une signature de fait. Mais ce qui est vrai, en fait, la signature a été faite, même si elle n'a pas été exploitée jusqu'au bout, elle a quand même été réalisée. Pour les FSE enrichis, Jean-François, est-ce que ça marche pareil qu'avec tout ce que tu nous as expliqué là? Est-ce que ça marche pour les FSE enrichis? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de contre-indication par rapport au FSE enrichi, c'est le même principe. Et par rapport aux vérifications que peut faire l'OCT dans les éclatements de factures, lors de Il n'y a pas l'éclatement de la de, FSE enrichie? il y aura pas de problème. Bah, il n'y a pas de données en complément qui pourraient poser problème à l'OCT qui dépendent de l'AppCV. Donc non, il n'y aura pas. Une fois que la FSE enrichie est éclatée vers l'OCT, ça posera à l'utilisation d'une appli carte vitale, ça pose pas de. Je vois pas en quoi ça pourrait poser de problème. D'accord, bon, ok. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Là, on a fait un petit peu le tour. Je vérifie que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à intervenir, David ou même Alexandre, si tu vois qu'il y a une question qui peut être posée à l'oral. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, moi, des questions qui ont été taguées pour être remontées à l'oral. Est-ce que la LOI, liste d'opposition incrémentale, rentre en action avec l'AppCV pour les pharmaciens? Alors non, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, tout appel au service d'authentification, on regarde du coup l'opposabilité en ligne directement du support. Donc, si la facture est faite jusqu'au bout, donc que le contexte est toujours valide, et ben un contexte valide vaut pour opposabilité, pour contrôle d'opposabilité du support. Donc, l'appel à la liste d'opposition n'est pas nécessaire à l'usage d'une AppCV. Voilà. Et d'ailleurs, l'avantage, du coup, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que du coup, ça s'étend à toutes les catégories de professionnels de santé. On va vérifier, on va regarder l'opposabilité en ligne du support, peu importe la catégorie de professionnels de santé, parce qu'avant, la LOI, c'était utilisé surtout par les pharmaciens. C'est ça. Bah, en gros, Hein? maintenant, c'est un peu comme si c'était le SI Applicard Vital qui appelait la LOI si on voulait faire un peu une vue macro, le contrôle d'opposabilité. On va regarder que l'AppCV est bien connue sur le SI, qu'elle n'est pas en opposition, qu'elle est bien active. Donc, ce contrôle est effectué à chaque appel au service d'authentification. Donc, ça substitue du coup l'appel à la liste d'opposition. D'accord. Mais bon, faut quand même continuer L'appel d'exploiter pour la carte physique, la carte à puce. Oui, Ah, tout c'est à David, fait, là, c'est même tout ce si, qui est cité avec la carte. David, tu voulais dire quelque chose? oui, je voulais dire que pour les cartes à puce, même si ADRI étend l'opposition de la carte à puce à tous les professionnels de santé, par ailleurs. L'AppCV, c'est l'opposition va se faire avec le SI AppCV, comme l'a dit Jean-François. Mais ADRI fait un type de LOI en ligne, en fait, hein, au départ, sur la carte à puce. Voilà. D'accord. Lorsqu'on appelle ADRI, du coup, à partir d'une assertion vitale, et ben du coup, le système va vérifier que le numéro de série de ce support n'est pas en opposition. Donc, en gros, chaque appel à ADRI depuis la carte vitale. Donc là, on parle plus de l'AppCV, hein, David parlait plus de l'AppCV, mais en tout cas, il y a déjà un contrôle d'opposition qui est fait pour la carte vitale si il y a un appel à ADRI. D'accord. Alors, je regarde s'il y a quelques autres questions qui mériteraient d'être partagées oralement. Alors, je regarde s'il y a des petits drapeaux rouges ou des drapeaux rouges. Bon, ben, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour là.
Si, j'ai quand même une petite question, parce que bon, c'est un petit peu le sujet qui fâche, mais un éditeur me dit en début de présentation, vous avez indiqué que la mobilité n'était pas prise en compte. Pour quand est-ce que c'est prévu? Mais là, du coup, je vais peut-être laisser répondre Pierre ou Sarah de la maîtrise d'ouvrage. Non, mais je peux répondre, c'est Pierre Bachelier, donc effectivement de la Caisse nationale d'assurance maladie, donc responsable des projets maîtrise d'ouvrage sur l'appli carte vitale. On n'a pas dit que la mobilité n'était pas prise en compte avec cette solution. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a certains cas en mobilité, et notamment quand le PS est déconnecté d'un réseau, qui ne seront pas aujourd'hui traités, et pour lequel il pourra toujours recourir à une facturation avec carte vitale. Il y a plusieurs sujets aujourd'hui autour de la mobilité. Il y a l'accès à la carte CPS, c'est un vrai sujet. Il y a la connectivité qui n'est pas toujours présente chez l'assuré. Mais dès lors que le PS est dans un contexte où il peut lire sa carte CPS et où il a de la connectivité à un réseau, qui dans 80% des cas va fonctionner, hein, ça sera le cas, il pourra facturer avec l'app CV en mobilité. Donc, en gros, il nous reste 20% des cas de mobilité qui sont identifiés pour lesquels il faut qu'on apporte d'autres solutions, y compris, on va un peu au-delà du projet app CV, y compris pour utiliser une carte CPS avec un matériel qui ne permet pas forcément de lire une carte CPS physique. Et alors après, dans les délais, c'est 2021 pour les études. Les études, on a déjà commencé, enfin les études ont déjà commencé, elles vont se poursuivre en 2021. Et bien évidemment, on pourra travailler avec certains d'entre vous qui sont plus directement impactés par cette problématique pour pouvoir aussi traiter tous les cas et effectivement construire une solution adéquate. Voilà. Mais c'est un de nos sujets prioritaires. C'est un de nos sujets prioritaires dans les sujets d'après, puisqu'on voit bien que pour les auxiliaires médicaux et les professionnels de LPP, ce sont bien des sujets qui sont présents au quotidien. Donc c'est bien pris en compte. D'accord. Merci Pierre. Eh bien, je vais enchaîner avec la petite conclusion et pour vous aider, donc c'est toujours le même slide que je vous montre. Hein. N'hésitez pas pour tout ce qui est package Adanum 8, TLSI AMO, DMP, les guides d'intégration, les XML, les XSD, etc. à contacter notre centre de service du GIE CESA Vital. Pour tout ce qui est question sur le déploiement de l'appli carte vitale, l'usage chez le PS, comment ça va se passer, la communication, le planning de déploiement, tout ça, c'est plutôt l'adresse relations industrielles là qu'il faut utiliser. Et puis, pour tout ce qui est question sur les agréments, homologations, autorisations liées à la prise en compte de l'appli carte vitale, l'Addendum 8, les services appli carte vitale, il y a deux contacts pour les TLSI et pour la procédure de conformité. D'ailleurs, je remercie à cette occasion le CNDA pour sa participation à ce webinaire en tant que chapter. Donc, les prochaines formations. Alors, on a un webinaire sur la réurbanisation des fournitures César Vital 1.40.14 qui est prévu le 19 février, c'est toujours à la même heure, à 10 h. N'hésitez pas à participer à ce webinaire qui clôturera un petit peu la série liée à l'Addendum 8. On a prévu quand même en mars, alors peut-être fin mars, un webinaire sur les TLSI et AMO avec l'appli carte vitale. Ce sera ma collègue Caroline Corollaire qui est en charge des TLSI et AMO qui animera ce webinaire. Et puis, répondez à l'enquête de satisfaction que vous allez recevoir dans quelques minutes pour nous dire sur quelle autre thématique vous voulez être formé, que ce soit des thématiques liées à la technique, liées au fonctionnel, liées au réglementaire, autour de cet Addendum 8, et éventuellement aussi, pourquoi pas, sur le déploiement. Enfin, voilà, n'hésitez pas à exprimer vos besoins. On a déjà toutes ces ressources, tout un tas de ressources pédagogiques sur la chaîne GoToWebinar, GoToStage. Vous allez recevoir le lien avec tous les replays, films, tutos, etc. qu'on enrichit à chaque fois qu'on fait un webinaire d'ailleurs. Hein. Et puis, sur la page Appli Carte Vitale de l'espace industriel, il y a une fac Appli Carte Vitale qu'on enrichit, qu'on essaie d'enrichir au fur et à mesure que les webinaires passent. Donc, n'hésitez pas également à aller consulter cette fac. Et il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas répondu lors de ce webinaire. On reviendra vers vous, soit en privé, soit on partagera avec l'ensemble de la communauté
la réponse aux questions pour lesquelles on n'a pas apporté de réponse en séance. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, n'hésitez pas, d'ici 3-4 jours, à aller voir le replay pour les gens qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Et puis ben, rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.